Bienvenue dans ce journal. Le siège de l'OACI à Montréal a abrité chez la deuxième journée de la conférence pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial, ressources destinées à lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 13 milliards de dollars sont recherchés pour les 3 prochaines années. Les pays africains ont décidé de participer à hauteur d'1 million de dollars chacun. La rencontre a pris fin sur une note d'espoir. La synthèse d'Aboubakri Kane. Le monde entier uni dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au deuxième jour de la conférence de reconstitution des fonds destinés à faire face à ces 3 maladies, les priorités ont été déclinées. Le directeur exécutif du Fonds mondial en appelle à une solidarité agissante, une réaction humanitaire. Pour mettre fin à l'une ou l'autre de ces épidémies, il faut réagir en tant qu'être humain et il faut inclure et respecter toutes les vies de tous les êtres humains. Montrer le bon côté de notre nature, notre côté angélique. C'est une excellente opportunité pour nous de mettre fin à ces épidémies et de devenir de meilleurs êtres humains. Il s'agit donc de regarder le futur avec espoir. L'espoir de mobiliser 13 milliards de dollars pour sauver des millions de personnes sur la période 2017-2019. Le monde fait face à de grands défis sécuritaires, mais l'enjeu de cette rencontre est tout aussi important. Des millions de vies restent suspendues à la générosité des donateurs. Des frontières se ferment, la violence et l'intolérance augmentent. Alors ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous sommes réunis autour du Fonds mondial. C'est parce que nous savons d'instinct et d'expérience que la seule façon de relever de tels défis consiste à nous unir, à mettre nos ressources et nos talents en commun. Gouvernements du Nord et du Sud, organisations internationales, société civile, secteur privé et activistes. Nous sommes ici pour faire en sorte que ce partenariat mondial fasse en sorte que les gens soient plus prospères et vivent dans un monde pacifique. C'est l'un des principes fondateurs de ce fonds. Et il s'agit qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, peu importe d'où vous venez. Dans un élan unitaire, tous ont décidé d'en finir pour de bon avec ces 3 maladies. La générosité s'est exprimée et l'amabilité de l'homme pour son prochain manifestée. Le Fonds mondial est une entreprise qui est très courageuse et je crois qu'on peut rassembler toutes les ressources et toutes les idées pour s'entraider. À Montréal, ici, nous avons l'occasion de démontrer que même à une époque difficile, cela nous importe toujours et nous sommes prêts à faire en sorte que le monde soit plus prospère et plus sécuritaire pour tout le monde partout. À Montréal, de puissants messages ont été envoyés au monde. L'Afrique n'a pas voulu être en reste dans ce combat pour l'amélioration des conditions de vie à travers un partenariat dynamique. Cette fois-ci, les pays africains ont tenu à contribuer. Par exemple, le Sénégal a donné 1 million de dollars, comme la plupart des pays africains. Chacun a donné le même montant, certains même 2 millions de dollars, pour montrer vraiment notre volonté d'accompagner le Fonds mondial qui nous vient en appui. Les connaissances et outils sont aujourd'hui réunis pour lutter efficacement contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une lutte contre les inégalités et pour un monde meilleur. Pour rappel, le Fonds mondial est mis en place pour lutter contre 3 pandémies aux conséquences néfastes sur la population. Le Sénégal a pu bénéficier de plus de 150 milliards de francs CFA qui lui ont permis de réussir sa politique de prévention. Le président Macky Sall, invité par le Premier ministre canadien, a donné un cachet particulier à cette rencontre de levée de fonds. Il s'en félicite. Nous l'écoutons.
J'ai été très heureux de répondre à l'invitation du Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, qui a accueilli la 5e conférence pour la mobilisation de ressources en faveur du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il s'agit de 3 pandémies connues par leurs conséquences très néfastes sur les populations du monde entier, et particulièrement les populations africaines. Le Fonds mondial, depuis sa création en 2002, a permis de sauver 20 millions de personnes de ces maladies et aussi de traiter plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, il est recherché 13 milliards pour les 3 prochaines années. 13 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais nous pensons que la mobilisation qui a été faite, où les gouvernements, les acteurs non étatiques, le secteur privé et les ONG ont ensemble travaillé pour que cette mobilisation soit réelle. Je dois aussi vous préciser que le Sénégal a bénéficié de plus de 300 millions de dollars pendant ces dernières années du Fonds mondial. C'est 150 milliards de francs CFA qui nous accompagnent, qui nous ont permis de réussir nos politiques de prévention sur le sida, de mettre à la disposition des personnes atteintes par le VIH de la trithérapie et de faire en sorte que la lutte contre la tuberculose ainsi que la lutte contre le paludisme avec les 8 millions de moustiquaires imprégnés ont permis au Sénégal d'atteindre ces résultats. Donc nous avons félicité tous les acteurs et nous sommes vraiment partis pour accompagner le Fonds mondial dans son action et à côté du Fonds mondial, l'ONU-SIDA et tous les organismes qui travaillent. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le personnel médical du Sénégal qui s'est beaucoup investi. Le Comité national de lutte contre le sida, le ministre de la Santé, avec à sa tête le professeur Eva-Marie Colsec, tous ont fait un excellent travail, mais aussi tous les travailleurs médicaux et sociaux, sans lesquels un système de santé, quelle que soit sa modernité, ne saurait être performant. Donc c'est le travail de toutes ces personnes, mais aussi des moyens que nous mettons en œuvre grâce à la CMU et à la prise en charge d'un certain nombre de maladies que notre pays aujourd'hui est cité en exemple partout. Et donc c'est pourquoi j'ai été invité pour donner aussi un cachet particulier à cette conférence de levée des fonds. En marge de cette conférence, le président Macky Sall a reçu en audience l'un des plus grands donateurs du Fonds mondial. Bill Gates s'est engagé à augmenter sa contribution à la reconstitution donc des ressources destinées à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il a par ailleurs réaffirmé sa volonté de travailler avec le Sénégal. Nous l'écoutons. Nous sommes très ravis de rencontrer le président sénégalais. Nous avons apprécié les échanges au cours de cette rencontre et nous nous engageons à faire une annonce en hausse de notre contribution à la reconstitution du Fonds mondial dès ce samedi. Pour ce qui est de nos interventions au Sénégal, elles concernent 3 volets essentiels: l'assainissement, la chaîne de distribution de produits médicaux et la santé de la reproduction. Au président Macky Sall, nous avons aussi renouvelé notre enthousiasme à travailler avec le Sénégal pour le bien-être de sa population. Thank you so much. Thanks so much. Bye-bye. Voilà, le président Macky Sall a aussi accordé une série d'audiences à des autorités canadiennes, le secteur privé, les compagnies minières et tous ont eu manifesté leur intérêt pour le Sénégal. Le Premier ministre canadien a également eu un entretien avec le chef de l'État. Les 2 hommes ont évoqué le renforcement des relations bilatérales. Aboubakry Kane, la synthèse. Pour sa première visite au Canada, le président Macky Sall compte bien renforcer la coopération bilatérale.
Le Premier ministre Justin Trudeau a lui aussi exprimé une volonté du gouvernement fédéral d'approfondir les relations entre Dakar et Montréal. Continuer de jaser de la longue amitié entre le Canada et le Sénégal et la participation que nous avons ensemble dans cette lutte contre les maladies, mais aussi au niveau de la sécurité, au niveau du développement et tout. Alors, je suis très, très content de te voir, Maki, et j'ai bien hâte de continuer à collaborer entre le Canada et le Sénégal. Le chef de l'État a salué l'engagement solidaire du Premier ministre canadien. La contribution de plus de 785 millions de dollars pour le Fonds mondial devrait encourager les donateurs. Vous avez rappelé le rôle historique qui doit être celui du Canada, qui est d'être à la croisée des chemins et d'indiquer la voie de la solidarité, du soutien international. La reconstitution du Fonds mondial, du 5e fonds, ici même à Montréal, montre combien ce leadership a été apprécié. Je tiens à vous en remercier. L'admiration du Canada pour le Sénégal ne date pas d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Le leadership du président Macky Sall en Afrique de l'Ouest est aussi salué par le secteur privé canadien qui s'intéresse beaucoup au Sénégal. La stabilité et la position géographique sont des facteurs déterminants de cet intérêt. Nous avons discuté un peu de l'économie, de la possibilité d'établir une voie d'une ligne aérienne entre Montréal et Dakar. Alors, c'est un projet qui est en développement et on va l'appuyer. Le secteur privé va appuyer ça au Canada. Et du secteur de pétrole, gaz, minier, les investissements, où le Canada a plusieurs investisseurs dans ce secteur-là. Et le Sénégal, c'est un pays auquel nous nous intéressons beaucoup. Quand on pense à l'Afrique de l'Ouest, on pense au Sénégal et avec le leadership du président Macky Sall en plus, c'est un pays qui pour nous évoque la sécurité, la stabilité, le développement et la démocratie. Et donc, c'est la destination de choix. La financière agricole du Québec, elle, s'active dans la promotion d'outils de gestion de risque. Elle exporte son expertise. On a un grand intérêt à aider le gouvernement sénégalais dans la croissance ou l'amélioration du secteur agricole, le point de vue économique et l'atteinte d'objectifs comme le gouvernement mentionne dans son plan de Sénégal émergent, atteindre par exemple une autosuffisance dans la production de riz. Une des façons d'aider ou de démarrer la collaboration avec le Sénégal et notre participation prochaine à une mission commerciale organisée par le Bureau économique du Sénégal au Canada et qui aura lieu du 1er au 8 octobre prochain. Dans le secteur minier, de grands projets sont aussi en vue. Les sociétés Teranga Gold et IAM Gold entendent renforcer leur présence au Sénégal à travers des financements conséquents. Teranga Gold, comme vous savez, c'est le plus grand investisseur canadien au Sénégal. On a parlé de nos investissements, de ce qu'on veut faire, des investissements qu'on veut faire dans l'exploration. On a parlé de la modernisation de notre usine. On a parlé de la formation des Sénégalais haut qualifiés. On a parlé de notre responsabilité sociale, de ce qu'on fait pour aider les femmes. Nous avons un projet nommé Projet Boto au Sénégal et on travaille fort pour développer Boto pour que le projet puisse devenir une prochaine grande mine au Sénégal. Ces différentes audiences ont essentiellement pour objectif de renforcer l'axe Dakar-Montréal. Des discussions axées sur les besoins prioritaires du Sénégal. L'emploi des jeunes et émergence économique, c'est le thème de la conférence publique animée ce matin par le directeur adjoint du FMI. Cette initiative de la direction de l'ISEG vise à offrir aux étudiants un cadre d'échange sur la problématique de l'emploi des jeunes et les enjeux de développement du pays. C'est un compte rendu de Fatou Diouf. Face aux étudiants, Furuzawa a partagé sa vision sur la problématique emploi des jeunes et émergence économique.
et reste convaincu qu'aucun pays ne peut se développer sans des ressources humaines de qualité. D'où la nécessité de garantir aux étudiants des formations qui répondent aux besoins des entreprises. Ainsi, pour libérer le potentiel de croissance du Sénégal, il faut des réformes profondes. Certes, des progrès notables ont été réalisés depuis l'adoption du plan Sénégal émergent. Le taux de croissance du PMI était au-dessus de 6% en 2015, une première depuis le plus de 12 ans. Mais il faut que la croissance soit suffisamment longue pour réduire la pauvreté et le chômage des jeunes. L'Institut supérieur d'entrepreneuriat et de gestion, initiatrice de cette conférence publique, s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit de créer un réseau d'incubateurs de projets pour promouvoir l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire. Nous exigeons à tous nos étudiants, parallèlement à leur formation durant leur cursus, vraiment de choisir un projet. Nous avons choisi deux grands créneaux, le créneau de la mini-boulangerie villageoise, parce qu'il y a des boulangeries à partir du gaz, parce qu'au Sénégal, nous avons 16 000 villages, mais souvent, c'était des villages qui recevaient le pain une fois ou deux fois par semaine, alors que c'était un produit de consommation. Et à partir de ce moment, il y a un mix que nous avons mis en place de régler les problèmes régionaux des villages, les besoins non satisfaits, en créant aussi de l'emploi pour les jeunes. Bata, c'est fermé parce qu'on n'a formé personne, aucun Sénégalais. Et ce n'est pas l'État qui doit le faire, c'est l'université, ce sont les spécialistes du domaine. Sotiba et les trois autres usines de textiles de Pékin ont fermé leurs portes. Il n'y a pas de repreneur parce qu'on n'a pas d'institut de textile au Sénégal. Qui doit le faire? Ce n'est pas le ministre. Ce sont les professeurs et c'est ça du domaine. Et c'est ça qu'on veut changer. La réforme des universités, c'est exactement ça. Emploi des jeunes et émergence économique, thème qui a suscité beaucoup d'intérêt chez les étudiants. Nombreuses sont les questions qui ont été posées sur les orientations politiques du FMI pour l'émergence du continent africain. Un échange de cadeaux a mis fin à la rencontre. Transport aérien, Transair dessert maintenant la capitale guinéenne. 3 fois par semaine, c'est le nombre de rotations prévues. Ce matin, le vol inaugural a eu lieu. À bord, nos envoyés spéciaux Aminata Wade, Mamadou Fall et Hamidou Diop. Après 1 heure de vol, l'Embraer ERJ 145 du groupe Transair a atterri à l'aéroport international de Conakry. À l'accueil, les autorités sénégalaises et guinéennes sont venues saluer cette initiative. Une liaison attendue depuis longtemps, concrétisée aujourd'hui par la compagnie Transair. Je suis donc particulièrement fière et satisfaite de voir que le secteur privé africain, de manière générale, et sénégalais, s'emploie à accompagner les autorités publiques, les autorités gouvernementales, pour faire de l'intégration africaine une véritable réalité. L'intégration africaine en marche. L'objectif du groupe Transair, simplifier les desserts sous-régionales à travers la promotion du low cost. Ça n'étonne personne que les relations entre le Sénégal et la Guinée se développent, c'est une bonne chose, compte tenu des liens ancestraux qui existent entre ces deux pays et compte tenu surtout, je dois le dire, de l'importance de la communauté guinéenne qui se trouve au Sénégal. Donc quand il y a une compagnie aérienne de ce type qui pratique le low cost, parce que ce n'est pas forcément les plus riches, donc c'est une bonne chose. L'Afrique a besoin de ces initiatives. L'État est là pour encadrer les privés. Donc nous sommes prêts aujourd'hui en tant qu'aviation civile à promouvoir le système de l'aviation civile. 3 vols par semaine sont prévus pour l'instant. Vous savez, les liaisons entre Dakar et la sous-région, c'est quand même un peu difficile et compliqué. L'objectif de Transair, c'est vraiment de décentraliser la sous-région du Sénégal. Vous avez combien de vols par semaine? Mais ces 3 vols par semaine, c'est les lundis à 8h30, le mercredi à 15h et le samedi à 8h30 aussi.
Dakar-Conakry-Dakar, un vol international qui respecte les besoins des passagers en confort et alimentation. Un bon début en attendant la desserte vers d'autres capitales sous-régionales. Le panier de la ménagère est à la traîne et à la peine. Donc, les prix des légumes, du poisson et d'autres denrées ont connu une hausse. Une situation observée à chaque hivernage, mais qui est accentuée par la Tabaski. Bon nombre de vendeurs n'ont pas encore repris leurs activités. Le constat au marché Castor avec Sorna Antenyaï. Niché au cœur du quartier Castor, le marché du même nom est réputé pour ses légumes frais à des prix abordables. Une réputation contraire à la réalité du moment. La Tabaski et l'hivernage sont passés par là. Après la Tabaski, tout est cher, il n'y a rien ici. Le poisson, il n'y a pas de poisson dans le marché, tout est cher. Ouais. Les légumes sont chers, les gens ne sont pas revenus de la fête. On est loin de l'affluence habituelle, le poisson se fait rare, des légumes pourrissent faute d'acheteurs. Vraiment, marché ou quoi? Le marché est difficile en cette période parce que nous avons beaucoup d'invendus. Les aubergines que je vendais à 500 francs avant la Tabaski, je les vends maintenant à 300 pour éviter qu'elles ne pourrissent. Les clients présents sur les lieux fustigent la cherté des prix. Il n'y a rien dans le marché depuis la Tabaski. Les vendeurs n'acceptent pas de diminuer les prix. Ils ont augmenté 200 francs sur le prix de la viande. C'est vraiment difficile. J'avais 50 000 francs, mais tout est fini. Je rends grâce à Dieu. Mais c'est difficile quand même. Je pense que c'est à cause de l'hivernage que les légumes sont aussi chers. C'est dur, surtout pour nous qui préparons une cérémonie. En période pluvieuse, la conservation des produits est difficile pour les vendeurs. Il s'y ajoute des prix d'acquisition élevés de la marchandise qui se répercutent sur les prix de vente. En ce moment, les prix varient entre 700 et 1000 francs. Vous voyez comme c'est cher. Alors qu'en temps normal, ça ne coûte que 100 ou 200 francs. Parfois, les gens disent que les vendeurs augmentent les prix. Mais nous n'avons pas le choix. Les maraîchers nous vendent les produits très chers. On cherche du bénéfice. Parfois, on n'arrive pas à en avoir. En conséquence, le marchandage est de rigueur. Une semaine après la Tabaski, clients comme vendeurs espèrent une baisse prochaine des prix. Voilà pour le reportage du jour. Macky Sall, un destin, c'est le titre du nouvel ouvrage du professeur Harouna Amadouli. L'historien qui a organisé la dédicace de son livre revient sur le parcours du président Macky Sall, de son Fouta, sa terre d'origine, à Dakar, où il exerce la fonction de chef d'État d'Araba. C'est le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est venu représenter le président de la République, absent du territoire national, à la cérémonie de dédicace du livre Macky Sall, un destin. Un livre de plus de 200 pages préfacé par le professeur Hamidou Dia, conseiller spécial du président de la République. Le chef de l'État révèle l'auteur a eu à lire le livre avant la cérémonie du jour. Après avoir écrit le manuscrit, pour avoir son point de vue, n'est-ce pas, j'ai demandé à le rencontrer. Effectivement, il a lu le manuscrit et il a, même s'il y a des éléments, bon, peut-être qu'il ne peut pas totalement agréer. Parce que j'ai parlé également de 2002, quand il est allé dans un bureau de vote et qu'il a voté sans sa carte d'identité. Ça, je le dis. Il n'y a rien à cacher dans la vie de Macky Sall. Historien, le professeur Harouna Hamidouli est allé plus loin dans cette biographie, en remontant l'histoire et revenir sur les origines de l'actuel locataire du palais de la République. Macky est un Tchède. Il fait partie de la tribu des Tchèdes de Koliad. Les Foutanké savent ce que ça signifie. Et ce sont des gens qui ont été pendant très longtemps dans les cours des rois et qui se chargeaient d'opérer toutes les guerres, qu'il s'agisse des guerres intestines, qu'il s'agisse des guerres entre les peuples, mais quand même qui ont servi de bouclier de 1712 à maintenant. Et également, Macky appartient à la famille des Lamtor. Les Lamtor du Fouta, la famille Sall. Sall signifie un homme de refus.
D'ailleurs, Macky l'a montré à travers ses pérégrinations politiques. Il a montré que ce n'est pas quelqu'un qu'il faut tout simplement amollir. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire ce qu'on veut. Autant il respecte son prochain, il respecte mes droits, autant également il peut dire non. J'ai vu peindre dans ses véritables traits un homme d'un grand cœur, capable de dire oui quand il faut dire oui, et non quand il faut dire non, et assumer son sort avec le même enthousiasme. Cher Aruna, vous nous promenez dans le sillage familial pour voir naître cet enfant calme, l'homme mesuré et déterminé qu'il est devenu aujourd'hui. Je veux citer le président Macky Sall. Le style et la démarche empruntée par l'auteur Macky Sall en destin ont été salués par le Premier ministre. Le talent de pédagogue propre à l'instituteur et la démarche scientifique propre à l'historien que vous êtes. Page après page, paragraphe après paragraphe, ligne après ligne, vous nous restituez une histoire que l'on a voulu falsifier, des chimères que l'on a voulu entretenir, aux seules fins de pallier un destin que seul le bon Dieu a su forger et qu'il a su façonner de ses propres mains. Dans ce livre également, il est fait ambition et réalisation du président Macky Sall pour le Sénégal. Je vois déjà dans le jeune monsieur que vous nous présentez l'initiateur de la bourse familiale, ça a été dit, de la couverture médicale universelle, de Promoville pour les villes secondaires, du programme d'urgence de développement communautaire que dirige le ministre Souleymane Jules Diop, de la couverture médicale universelle, bref, du plan Sénégal émergent qui décline sa vision d'un Sénégal prospère mais solidaire et dans l'état de droit, les valeurs. Chers auteurs, vous nous renforcez dans notre conviction première. Les Sénégalais ne se sont pas trompés de président de la République. Autres qualités de l'homme élu président de la République du Sénégal en 2012 sont à découvrir dans Macky Sall en destin, un livre pour la postérité. Parlons dans notre Foutanké, le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, élu Ardo Goudoudé. C'est en titre de chef souverain du Bosséa dans le Fouta. La cérémonie d'intronisation s'est tenue en présence de plusieurs autorités, compte rendu par Bouna Diao. Dans l'histoire ancienne et même contemporaine des peuples du Fouta, les cérémonies d'intronisation sont l'occasion de grands rassemblements. L'investiture de Sambaka comme Ardo Goudoudé n'a pas dérogé à la règle d'affluence. Dans la pure tradition, le rituel est respecté à la lettre, rasage, le bonnet, les écharpes, et voilà Alfousseinou Diallo, plus connu sous le nom de Sambaka, officiellement installé dans ses fonctions de Ardo Goudoudé. Ardo vient de la notion du verbe ardade, c'est-à-dire en pulaar, être devant, mener, conduire. C'est ça une des significations de Ardo. Et je crois que c'est la principale signification. Donc Ardo, c'est un souverain, un chef traditionnel, reconnu par les siens. Chefs coutumiers, autorités religieuses et administratives, ainsi que les amis du Ardo Sambaka sont venus assister à ce moment historique. L'homme aura la lourde mission de régulateur social. L'Ardo a toujours été une pièce maîtresse du système politique alpulaar. Maître des terres, membre du collège des électeurs, Diaborgal en pulaar, ou pilier du pouvoir, l'Ardo était à la fois un homme politique charismatique et un régulateur social. Alfousseinou Diallo, plus connu ici sous le nom de Sambaka, est un homme d'équilibre, un homme de sagesse, incarnant des valeurs sûres telles que la discrétion, au point d'être un homme timide. Mais c'est un homme efficace qui a un sens très élevé de l'État, mais également des relations humaines. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de questionnement
entre nos structures traditionnelles et les structures qui animent la vie nationale. Nous devons être ce que nous sommes, fiers de ce que nous sommes, héritiers de traditions nobles. Le Fouta sans ses Gaulo, le Fouta sans ses Bambado, le Fouta sans ses Almami ne serait pas le Fouta. Le Fouta restera le Fouta et demeurera solidement ancré dans ses valeurs traditionnelles qui lui confèrent tout son charme. Depuis la nuit des temps, c'est une tradition à goût de Diop. Par extrapolation, c'est une fonction qu'on retrouvait à l'époque au niveau du Jolof, un peu partout au Sénégal et au-delà de nos frontières en Afrique. Et surtout dans les tribus guerrières, pour ne pas dire pastorales, chez les Goran, les Toubou, les Maasai, jusqu'au Soudan du Sud. Aussitôt intronisé, le 23e Ardo Goudoudé a installé à son tour, comme le veut la coutume, le diagraphe Diobé qui à son tour a intronisé le Doumel. Tous ces titres prouvent une organisation sociale réussie que le Fouta entretient et garde jalousement. Dans l'histoire ancienne et même contemporaine des peuples du Fouta, voilà, place à carnet vacances. En cette période d'été, les accessoires comme les lunettes, chaussures nu-pieds ou décolletés se vendent très bien. Mais les accessoires en wax sont plus prisés, surtout par les clients étrangers qui les revendent dans leur pays d'origine. Reportage Aminata Mbengoval. Durant les vacances, des changements de style vestimentaire s'opèrent, surtout chez les jeunes. Certains accessoires sont également très prisés. C'est le cas des lunettes. Plusieurs modèles sont visibles sur le marché avec des cadres aux couleurs différentes et parfois osées. Il y a des lunettes en forme de cœur, d'autres rondes ou carrées. Les lunettes originales sont plus chères. Il y en a à 45 000 francs, 30 000, 10 000 francs ou 5 000 francs. Des lunettes aux couleurs très tendances qu'on peut assortir au boubou. Autre accessoire qui marche bien, les espadrilles. Un genre nouveau meuble les étals des vendeurs de chaussures. Il y a plusieurs modèles d'espadrilles. Celles faites du tissu fleurette font partie des nouveautés. Le prix minimum est fixé à 2 000 francs. Cette somme peut également acheter un article en wax, collier, pochette, bracelet, tous en wax et made in Sénégal. Nous confectionnons beaucoup d'articles avec le wax. Des escarpins, des boucles d'oreilles, des ballerines. Nous vendons en gros ces colliers à 1 500 francs, les ballerines à 2 000 francs. Les escarpins sont plus chers, 7 000 francs, et le sac varie entre 5 000 et 7 000 francs CFA. Ces produits en wax sont le plus souvent achetés par des étrangers, dont certains les revendent dans leur pays d'origine. Je viens souvent au Sénégal, donc j'ai en profité de payer ça pour essayer un peu d'aller revendre dans mon pays d'origine. En disant là-bas, bon, ça, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore, donc voilà pourquoi je compte payer les ramener là-bas. J'aime bien parce que le wax, c'est quelque chose que je ne portais pas je porte très peu. Parce que je n'aimais pas forcément le style traditionnel que tout le monde aime. Et maintenant ça revient, les Noirs veulent plus porter, mais ils veulent avoir un style qu'on peut porter avec du jean. Ces vendeurs qui ont investi le secteur invitent les Sénégalais au consommer local. Au Sénégal, on doit valoriser l'expertise locale avec le wax. On arrive à faire beaucoup de choses comme des chaussures, des sacs, entre autres. Des sacs et des chaussures en wax qui sortent de l'ordinaire. Par ailleurs, les sacoches, chaussures nu-pieds ou autres décolletés plus adaptés à la chaleur restent très prisés. Avec la chaleur, on préfère mettre des chaussures nu-pieds. Elles sont plus adaptées. Les chaussures décolletées marchent bien en cette période. Celles avec les talons nyambi aussi. L'été, une période où les vendeurs de lunettes, sacs ou sacoches, entre autres, font de bonnes affaires. Du côté des clients, l'on se fait du plaisir à acquérir ces accessoires pour être in.
Cette période de vacances est aussi un moment idéal pour beaucoup de faire du sport. La corniche ouest de Dakar est l'un des endroits les plus fréquentés. Les sportifs sont attirés par les installations du parcours. C'est un reportage de Mansouba. La corniche ouest est un lieu de rencontre de plusieurs sportifs. Des infrastructures y sont disponibles. Des sportifs, parmi eux des étudiants, s'y retrouvent tous les jours à partir de 17h. Si certains décident de jouer au football, d'autres préfèrent courir en groupe. Je viens toujours à la descente. À partir de 18h, je suis là. Généralement vers 19h30, 20h. Maximum 2 heures d'activité physique. Je travaille, je descends à partir de 18h, je fais mon sport jusqu'à 20h et je rentre. La corniche ouest est très fréquentée par les étudiants, surtout en cette période de vacances où ils ont plus de temps. Quand on est en vacances, on a largement le temps. On peut s'entraîner comme on veut. Et puis quand on n'est pas en vacances, là c'est l'école, c'est prioritaire. Les femmes aussi ne sont pas en reste. Malgré un emploi du temps chargé, Fatim Ndiaye profite bien des vacances. On vient ici pour faire du sport, un peu changer d'air parce qu'on est proche de la brise marine et tout. Et bon, le sport est très important pour la santé, pour éviter certaines maladies. C'est pour ça que je viens là. Je viens occasionnellement plutôt, vers cette heure-ci, entre 19h jusqu'à 21h à peu près. En dehors des adultes et autres étudiants, des enfants en compagnie de leurs parents viennent souvent se divertir en attendant la rentrée des classes. Il fait partie des comédiennes les plus engagées de sa génération. Membre du mythique groupe Daara Kocc, Ndeye Mour Ndiaye était connue pour ses rôles bien interprétés. Perdue de vue, elle vit toujours à la Médina, à Dakar. En dehors du théâtre, elle est commerçante. Pour faire son comeback dans le théâtre, elle se lance dans la production de courts-métrages. La rubrique Rétroviseur l'a déniché pour vous. Nous retrouvons Abibou Mbaye. Ndeye Mour Ndiaye, une native de la Médina qui a fait les beaux jours du théâtre sénégalais. Nostalgique de la période de gloire du groupe Daara Kocc, elle a choisi de noyer ses jours de succès dans les solitudes interactives du petit écran et des mots fléchés. Je suis nostalgique parce que j'ai fait les plus beaux jours de ma vie à Daara Kocc, c'est normal. Je voulais que ça continue, vous savez, toute chose a une fin. Ses anges, gardiens, feu papa, adjudant de police, sa regrettée mère ainsi que son guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba, accroché au mur. Son père avait déjà prédit sa carrière de comédienne. Quand j'avais 11 ans, j'avais une grand-mère lébou. Vous savez le lébou, avec le truc, et puis quand elle est vieille. Alors quand mon père revenait du travail, il me posait souvent la question en me disant « Qu'est-ce que ta grand-mère a fait aujourd'hui ?» Alors je mettais ses habits. Et puis, avec ma petite taille, là, j'avais 11 ans. Et je disais tout ce qu'elle a dit auparavant. Alors, il riait. Et puis, c'est lui qui me disait, mais celle-là, c'est une comédienne. Mon père, c'est ça qu'il me disait. Malheureusement, bon, quand je suis devenue comédienne, il n'était plus de ce monde. Dommage. Elle a tout donné au théâtre, mais n'a pas attendu que le théâtre lui donne tout. Une sorte de reconversion partielle dans le commerce. Bon, je fais un peu de commerce quand même parce qu'il faut que je gagne ma vie. Et je voudrais être nourrie par la sueur de mon front. Je n'ai pas l'habitude de quémander ou bien de tendre la main, vous savez. Mais quand même, cela ne m'empêche pas de faire mon travail. Des anecdotes, elle n'en a que dans le théâtre, morceau choisi. Quand j'interprétais le rôle des jumelles, c'était Adama et Awa, nous étions à un abri. On avait la cigarette à la main. Il y avait un vieux qui passait là qui m'a giflé. Alors le caméraman, le Kharfaj, que je salue au passage, il a continué à filmer. Aujourd'hui, Ndeye Mour Ndiaye est porteuse de projets de production théâtrale, court-métrage destinés à la RTS. J'ai écrit des scénarios en 2004 qui parlent sur le civisme. On dit que toute chose vient à point. Et puis, j'ai eu l'opportunité de revenir à la RTS avec ça. Et je crois que dans quelques temps, la série va être diffusée. Naturelle dans sa peau, dans ses idées, dans ses rôles, dans sa manière de vivre, elle a beau chasser ce naturel, mais il revient toujours au galop.
On dirait que les gens ont peur de moi. Pourquoi? Je ne mords pas en tout cas. Ndeye Mour Ndiaye, toujours égale à elle-même. Voilà, rétroviseur qui revient samedi prochain. Sport, football, défaite de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans face à la Guinée. Les hommes d'Ali Mal entament mal le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans. Ce revers à domicile rend du coup hypothétique la qualification. Le résumé du match avec Seydina Alindigo. Défaite 1-0 face à la Guinée, très mauvaise opération des Lionceaux. Le Sili ne se torture pas trop les méninges. Devant une équipe au gabarit général inférieur au sien, la solution peut venir des balles aériennes. À 2 reprises, les Guinéens manquent d'ouvrir le score par des têtes. Jamais 2 sans 3. Kenini répond hargneusement Ismaël Traoré. Le corner guinéen, le coup de tête, et le but, les Guinéens qui ouvrent la marque à la 26e minute. Le saut, le timing, la précision, tout y est. 1-0, le score ne change pas jusqu'à la pause. La fin d'une première période où les hommes d'Alimal n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. 0 tir cadré au terme des 45 premières minutes. De retour des vestiaires, les Guinéens prennent d'assaut le camp sénégalais et enchaînent les occasions à l'image de Nabi Bangora qui a le deuxième but au bout du pied à la 65e minute. Du pied gauche, et là directement sur Ibrahima Silla. Percutante Guinée, dominatrice Guinée, imperturbable Guinée, même pas par la soif d'une première occasion sénégalaise, étanchée qu'à la 78e minute. Le débordement, puis le centre d'Alun Abdoulaye Sow débouche sur une opportunité franche. Pas de but. Adamonion but sur Ibrahima Silla. Le gardien qui sauve les meubles, décisif Ibrahima Silla. L'équipe visiteuse est sans complexe et ne se prive pas d'entreprendre pour tuer le match. Vers la fin du temps réglementaire, Adjibou Kamara oblige Harouna Sarr à sortir le grand jeu. Décisif de Harouna Sarr. Heureusement pour le Sénégalais, l'écart ne s'alourdit pas. Défaite à domicile dans le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, les Sénégalais se tirent une balle dans le pied. L'actualité internationale à présent, une mission d'observateurs composée d'au moins 5 juristes sera envoyée au Gabon par l'Union africaine. La mission devrait assister la Cour constitutionnelle gabonaise. Elle permettra ainsi à l'Union africaine de rester engagée dans la gestion de la crise qui secoue le Gabon. Le récit de Seydina Alunfal. L'Union africaine veut envoyer le plus rapidement possible des observateurs juristes pour assister la Cour constitutionnelle gabonaise dans l'examen du recours de l'opposant Jamping. Jamais l'Union africaine n'a envoyé une mission d'experts juridiques pour se pencher sur une élection contestée. Ces juristes, dont l'Union africaine a confirmé qu'ils seront au moins 5, et choisis parmi d'anciens présidents de Cour suprême et des professeurs de droit administratif, seront officiellement à disposition de la Cour constitutionnelle gabonaise pour conseiller les juges. Dans les faits, ils seront là pour garantir que le recours déposé par Jamping sera jugé de manière transparente et crédible. La Cour constitutionnelle gabonaise a accepté le principe de cette mission juridique et les négociations sont en cours. La question se pose de l'accès qui sera accordé à ces observateurs africains et s'ils pourront assister aux délibérations à huis clos. Cette mission doit permettre à l'Union africaine de rester engagée sur la crise au Gabon après l'abandon du projet d'une délégation de chefs d'État. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous et très bonne soirée sur la RTS1. À demain. Bienvenue dans ce journal. Le siège de l'OASI à Montréal a abrité chez la deuxième journée de la conférence pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial, ressources destinées à lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 13 milliards de dollars sont recherchés pour les 3 prochaines années. Les pays africains ont décidé de participer à hauteur d'1 million de dollars chacun. La rencontre a pris fin sur une note d'espoir. La synthèse de Aboubakri Kane. Le monde entier uni dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au deuxième jour de la conférence de reconstitution des fonds destinés à faire face à ces 3 maladies, les priorités ont été déclinées. Le directeur exécutif du Fonds mondial en appelle à une solidarité agissante, une réaction humanitaire.
Pour mettre fin à l'une ou l'autre de ces épidémies, il faut réagir en tant qu'être humain et il faut inclure et respecter toutes les vies de tous les êtres humains, montrer le bon côté de notre nature, notre côté angélique. C'est une excellente opportunité pour nous de mettre fin à ces épidémies et de devenir de meilleurs êtres humains. Il s'agit donc de regarder le futur avec espoir. L'espoir de mobiliser 13 milliards de dollars pour sauver des millions de personnes sur la période 2017-2019. Le monde fait face à de grands défis sécuritaires, mais l'enjeu de cette rencontre est tout aussi important. Des millions de vies restent suspendues à la générosité des donateurs. Des frontières se ferment. De vie à travers un partenariat dynamique. Cette fois-ci, les pays africains ont tenu à contribuer. Par exemple, le Sénégal a donné $1 million, comme la plupart des pays africains, chacun a donné le même montant, certains même $2 millions, pour montrer vraiment notre volonté d'accompagner le Fonds mondial qui nous vient en appui. Les connaissances et outils sont aujourd'hui réunis pour lutter efficacement contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une lutte contre les inégalités et pour un monde meilleur. Pour rappel, le Fonds mondial est mis en place pour lutter contre 3 pandémies aux conséquences néfastes sur la population. Le Sénégal a pu bénéficier de plus de 150 milliards de francs CFA qui lui ont permis de réussir sa politique de prévention. Le président Macky Sall, invité par le Premier ministre canadien, a donné un cachet particulier à cette rencontre de levée de fonds. Il s'en félicite. Nous l'écoutons. J'ai été très heureux de répondre à l'invitation du Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, qui a accueilli la 5e conférence pour la mobilisation de ressources en faveur du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il s'agit de 3 pandémies connues par leurs conséquences très néfastes sur les populations du monde entier, et particulièrement les populations africaines. Le Fonds mondial, depuis sa création en 2002, a permis de sauver 20 millions de personnes de ces maladies et aussi de traiter plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, il est recherché 13 milliards pour les 3 prochaines années. 13 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais nous pensons que la mobilisation qui a été faite, où les gouvernements, les acteurs non étatiques, le secteur privé et les ONG ont ensemble travaillé pour que cette mobilisation soit réelle. Je dois aussi vous préciser que le Sénégal a bénéficié de plus de 300 millions de dollars pendant ces dernières années du Fonds mondial. C'est 150 milliards de francs CFA qui nous accompagnent, qui nous ont permis de réussir nos politiques de prévention sur le sida, de mettre à la disposition des personnes atteintes par le VIH de la trithérapie et de faire en sorte que la lutte contre la tuberculose ainsi que la lutte contre le paludisme avec les 8 millions de moustiquaires imprégnés ont permis au Sénégal d'atteindre ces résultats. Donc nous avons félicité tous les acteurs et nous sommes vraiment partis pour accompagner le Fonds mondial dans son action et à côté du Fonds mondial, l'ONU-SIDA et tous les organismes qui travaillent. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le personnel médical du Sénégal qui s'est beaucoup investi. Le Comité national de lutte contre le sida, le ministre de la Santé, avec à sa tête le professeur Eva-Marie Colsec, tous ont fait un excellent travail, mais aussi tous les travailleurs médicaux et sociaux, sans lesquels un système de santé, quelle que soit sa modernité, ne saurait être performant. Donc c'est le travail de toutes ces personnes, mais aussi des moyens que nous mettons en œuvre grâce à la CMU et à la prise en charge d'un certain nombre de maladies que notre pays aujourd'hui est cité en exemple partout. Et donc c'est pourquoi j'ai été invité pour donner aussi un cachet particulier à cette conférence de levée de fonds.
En marge de cette conférence, le président Macky Sall a reçu en audience l'un des plus grands donateurs du Fonds mondial. Bill Gates s'est engagé à augmenter sa contribution à la reconstitution donc des ressources destinées à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il a par ailleurs réaffirmé sa volonté de travailler avec le Sénégal. Nous l'écoutons. Nous sommes très ravis de rencontrer le président sénégalais. Nous avons apprécié les échanges au cours de cette rencontre et nous nous engageons à faire une annonce en hausse de notre contribution à la reconstitution du Fonds mondial dès ce samedi. Pour ce qui est de nos interventions au Sénégal, elles concernent 3 volets essentiels: l'assainissement, la chaîne de distribution de produits médicaux et la santé de la reproduction. Au président Macky Sall, nous avons aussi renouvelé notre enthousiasme à travailler avec le Sénégal pour le bien-être de sa population. Voilà, le président Macky Sall a aussi accordé une série d'audiences à des autorités canadiennes, le secteur privé, les compagnies minières et tous ont eu manifesté leur intérêt pour le Sénégal. Le Premier ministre canadien a également eu un entretien avec le chef de l'État. Les 2 hommes ont évoqué le renforcement des relations bilatérales. Aboubakry Kane, la synthèse. Pour sa première visite au Canada, le président Macky Sall compte bien renforcer la coopération. La violence et l'intolérance augmentent. Alors ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous sommes réunis autour du Fonds mondial. C'est parce que nous savons d'instinct et d'expérience que la seule façon de relever de tels défis consiste à nous unir, à mettre nos ressources et nos talents en commun. Gouvernements du Nord et du Sud, organisations internationales, société civile, secteur privé et activistes. Nous sommes ici pour faire en sorte que ce partenariat mondial fasse en sorte que les gens soient plus prospères et vivent dans un monde pacifique. C'est l'un des principes fondateurs de ce fonds. Et il s'agit qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, peu importe d'où vous venez. Dans un élan unitaire, tous ont décidé d'en finir pour de bon avec ces 3 maladies. La générosité s'est exprimée et l'amabilité de l'homme pour son prochain manifestée. Le Fonds mondial est une entreprise qui est très courageuse et je crois qu'on peut rassembler toutes les ressources et toutes les idées pour s'entraider. À Montréal, ici, nous avons l'occasion de démontrer que même à une époque difficile, cela nous importe toujours et nous sommes prêts à faire en sorte que le monde soit plus prospère et plus sécuritaire pour tout le monde partout. À Montréal, de puissants messages ont été envoyés au monde. L'Afrique n'a pas voulu être en reste dans ce combat pour l'amélioration des conditions